Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été pendant des années le monsieur loyal de Johnny Hallyday, et cela dans tous les sens du terme. Vous avez ainsi vécu jusqu'au bout avec lui un véritable cauchemar, une tournée dont Johnny ne voulait pas parler et que vous racontez enfin dans un livre. Bonjour Sam Bernet. Bonjour Jacques, très heureux d'être avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on voit l'homme de radio qui sait parler aux auditrices et aux auditeurs. Alors, c'est vrai que ce livre, Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday, sort à l'Archipel. On va en parler parce que finalement, Johnny en parlait assez peu. Mais selon le principe des clés d'une vie, on va évoquer également votre parcours avec Johnny, avec des dates clés. Et ces dates clés, c'est aussi des moments qui rappelleront beaucoup de choses aux plus anciens. Il y a une date qui est le 17 janvier 1955. C'est très loin, mais en même temps, c'est le jour où Le Proulx vient pour la première fois voir un copain barman au Golf Draw et tombe amoureux de ce lieu. Absolument, oui, absolument. Et de connaître la caissière. C'est le début d'une période extraordinaire, d'années extraordinaires, avec Henri Le Proulx qui décide de changer sa place avec le barman de l'époque, puisque Henri est amoureux de la caissière et il vient la voir tous les soirs avant d'aller prendre son travail au Lido où il est chef de rang. Il a une très belle situation, il gagne bien sa vie et il fait le sacrifice de son salaire au Lido pour échanger sa place avec le barman qui gagne pas grand chose parce que le Golf Draw, qui est un mini-golf indoor, ne marche pas très bien. Et l'idée de génie d'Henri Le Proulx, en dehors du fait qu'il se rapproche de cette caissière qui devient sa fiancée et plus tard son épouse, et la maman de Robin Le Proulx, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, il décide de transformer l'établissement en un lieu pour les jeunes, pour les moins de 20 ans, puisque l'établissement est interdit aux plus de 20 ans. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, il demande aux maisons de disques des disques à passer. On lui en donne pas. Mais en revanche, un fabricant de jukebox, un importateur de jukebox, lui donne un jukebox et là, ça va tout changer. Absolument, ça va tout changer parce que il transforme déjà la partie où il y avait un bar, une petite pièce en dancing quelque part avec une piste et ce jukebox, magnifique jukebox extraordinaire. Et nous, Johnny, Eddie, Dutronc et les autres, amenons nos propres disques pour pouvoir les mettre dans le jukebox puisqu'il n'y a pas de... Donc en fait, on amène les choses que nous aimons et on écoute de la musique qui arrive des États-Unis. C'est le rock'n'roll pur et dur et c'est notre musique à nous. Voilà. Et il y a un système de barrette, on met pas de pièces, mais on peut mettre les disques directement sans payer. Oui, absolument. On n'a pas beaucoup de moyens et Henri est d'une générosité extraordinaire. Déjà pour nous avoir ouvert ce lieu magique qui a fait découvrir des talents dont on vient de citer les trois premiers. Il y en a eu beaucoup d'autres. Ange, par contre, on retrouvera au Johnny Circus tout à l'heure. Et donc, oui, on met les disques, on s'amuse. Et là, on voit pour la première fois un grand garçon blondiné avec une chemise à carreaux, une guitare dans le dos, qui se met devant le grand miroir de la salle et qui imite Elvis Presley à la perfection. C'est Johnny Hallyday. Voilà. Et le disque le plus écouté dans ce jukebox à l'époque, c'est celui-là. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 Rock o'clock. on the Cloud, Bill Haley. Et curieusement, ça n'a pas été un succès au début, je ne sais pas si vous le savez, Sam Bernet. La chanson est sortie sur une phase B, ça n'a pas marché du tout. Et quand Graines de violence est sortie, on a mis la chanson dans le film et c'est devenu... Et là, c'est devenu un tube international. Ouais, Premier disque offert à Eddie Mitchell par sa maman pour son anniversaire de ses 16 ans. Exactement. Alors finalement, le Golf Draw, vous l'avez découvert tout jeune. Oui, j'avais 14-15 ans, oui. Et à l'époque, c'était une envie, c'était des... Oui, d'abord, ce sont les jeunes du quartier de la Trinité, du carrefour Drouot-Richelieu qui avaient découvert l'endroit parce que ils traînaient dans le quartier, ils jouaient au flipper et ils s'ennuyaient beaucoup et ils apprennent qu'il y a cet endroit magique où on peut écouter du rock. Et puis, du bouche à oreille, dans tout Paris, dans tous les lycées, dans tous les collèges, on parle de ce Golf Draw où tout le monde veut absolument aller. Et je fais partie de ces jeunes-là qui débarquent de d'Enfer Rochereau tous les vendredis soirs pour aller applaudir les groupes sur le tremplin. Oui, le tremplin, on a oublié ce que c'est, mais c'était finalement The Voice avant la lettre. Complètement, c'était un radio-crochet. Pur et simple. Alors, des groupes français, puis de banlieue et de toute la France, même de l'étranger, puisqu'il y a eu des Anglais, des Belges, des Luxembourgeois, des Allemands, qui venaient tenter leur chance, puisqu'au début, seul le public
dont je faisais partie décidaient de qui pouvait avoir le fameux diplôme du golf draw, de rock du golf draw. Mais ensuite, il y avait un parterre de personnalités, puisque le mot passait très vite dans les maisons de disques, Barclay, Vogue, etc., en disant c'est peut-être une pépinière de talent, il faut aller le soir, le vendredi soir, voir ce qui s'y passe. Et c'est là que Volson a découvert Hallyday, Dutronc, c'est là que Barclay a découvert Vince Taylor, etc., etc. Voilà. Et il se trouve en plus que Johnny n'a jamais participé à ce tremplin, mais il a reçu un diplôme d'honneur du tremplin, je crois. Il n'y a pas participé, mais il y est passé de nombreuses fois avec son orchestre, alors qu'il était inconnu, et beaucoup plus tard, quand c'est devenu une star, une vedette, une idole, il venait régulièrement quelque part pour remercier Henri Leproux de ce lieu magique, je vous dis, qui était interdit aux plus de 20 ans, où évidemment il n'y avait pas d'alcool, et on passait des soirées extraordinaires. Mais, et en même temps, Johnny s'en servait comme secrétariat, c'est-à-dire... Un petit peu, oui. Et comme lieu de drague, beaucoup plus que de secrétariat. Alors, vous pouvez y aller régulièrement parce que votre maman est très compréhensive, elle vous donne 2 tickets de métro et 5 francs. Oui, absolument. Elle me met sur la table de la cuisine avant son départ pour son travail. Elle me met 2 tickets de métro, puisqu'à l'époque, il fallait un ticket aller, un ticket retour, et 5 francs d'argent de poche, et je vais passer des soirées magnifiques avec mes copains du quartier de la rue Daguerre et ceux du lycée Montaigne où je suis. On va passer des vendredis soirs formidables. Voilà, je crois qu'il y a une guitare au plafond, mais ça n'a rien à voir, c'était l'ancien Golf Drouot. Oui, ça n'a rien à voir, effectivement. Alors, à l'époque, Sam Bernet, il faut dire, il y a plusieurs bandes. Oui. Il y a votre bande de copains, et puis il y a la bande de Johnny, d'Eddie Mitchell, Dutronc. Ce sont 2 bandes différentes au départ. Moi, personnellement, j'ai jamais fait partie de bande. Au Square de la Trinité, il y avait vraiment une bande avec, même en rajoutant aux 3 premiers des gens comme Adi Calafat, Biboff, des copains de toujours de Dutronc. Mais là, ce sont des bandes, hein, il y a des bastons, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent entre bandes rivales du Sacré-Cœur et d'autres quartiers pour se bagarrer ou se voler des scooters au défi. Moi, j'avais pas de bande. Je descendais avec mes copains depuis d'Enfer Rochereau, et c'était mes copains de lycée en fait. Donc j'ai jamais fait vraiment partie de bande. Et vous ne parliez pas forcément à Johnny, à Eddie Mitchell? Alors on leur disait bonjour, c'était des grands hein, par rapport à nous, ils avaient déjà 17 et 18 ans, puisque Dutronc et Mitchell sont nés en 42, Johnny en 43, et moi je suis né en 45. Donc, alors il y avait les grands et les petits, mais on se disait salut, bonjour, et bien évidemment, quand Eddie et Johnny sont devenus beaucoup plus connus, alors là évidemment on leur parlait. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est connus au Golf Draw sans vraiment se connaître, on n'est jamais devenus copains, et on s'est retrouvés dès le moment où j'ai fait de la radio à partir de 1966 avec le président Roscoe sur Radio Luxembourg à l'époque, et qui est devenu RTL. On s'est retrouvés et on ne s'est plus jamais quittés. Voilà. Et Eddie a été, je crois, le premier habitué. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il dit toujours Small en parlant d'un film américain. Et finalement, c'est une grande brune qui est surnommée la valise, qui a compris Schmoll, et c'est né comme ça. Absolument. Il appelait tout le monde mon petit, alors mon petit, alors mon petit, alors Small, et elle disait Schmoll, et c'est devenu le sobriquet d'Eddie. Voilà. Il y avait une insouciance et une joie de vivre qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, Sam Bernet. Oui, et pas seulement dans notre environnement à nous, de jeunes baby boomers de 14, 15, 16 ou 17 ans, mais c'était la vie en général, la société en général était d'une insouciance incroyable, parce qu'on a appelé les 30 glorieuses, tout était permis, on trouvait du travail en poussant une porte, nos parents étaient heureux et gagnaient bien leur vie, et c'était une société qui s'ouvrait sur la modernité, la société de consommation, et tout le monde était très heureux. Je me souviens, vous vous rendez compte que lorsqu'il y avait, moi je suis pas très football, je suis très rugby. Mais lorsqu'il y avait Sud Radio, on est à la station du rugby. Et lorsque il y avait un match de rugby de l'équipe de France, personne n'avait la télé, donc on descendait dans la rue devant le magasin d'électroménager, la grille était fermée, mais il laissait allumer exprès, sans le son, le poste de télé en noir et blanc, et on était, je dirais pas des centaines, mais des dizaines devant ce poste de télé sans le son, à regarder un match de rugby. Mais on était très très heureux, très très heureux. Et sans écouter la voix de Roger Coudert, qui était le commentateur mythique. Allez les petits, bien sûr.
sûr, évidemment. Au départ, il devait être cuisinier, et puis finalement, il est un jour arrivé à la télé, à la radio, il n'est jamais reparti. Bah écoutez, tant mieux pour nous et pour tous les fans de rugby. Et il y avait un autre lieu aussi que vous fréquentiez, parce que le Golf Row, on n'imaginait pas que ce serait mythique à l'époque, personne n'y Non, on fréquentait un endroit qui pour nous était l'endroit de l'époque et on pouvait penser qu'effectivement il serait éphémère et il a duré une trentaine d'années. Voilà. Et il y avait les Champs-Élysées aussi, le drugstore des Il y Champs-Élysées. avait la bande du drugstore, on allait au Relais de Chaillot, Oui. qui était la boîte de l'après-midi. Alors le drugstore, c'était le rendez-vous du samedi début d'après-midi où il y avait François Jouffat, Jean-Bernard Hébé et beaucoup d'autres. Et on traversait les champs et on allait au Relais de Chaillot. Et là, encore, c'était du rock, c'était que des jeunes, et c'était l'endroit où le soir, on pouvait, l'après-midi, on disait, il y a une boum ce soir à tel endroit, et on se retrouvait chez les uns et chez les autres pour les booms. Et vous découvriez cette musique anglaise. Finalement, si vous êtes allé aux États-Unis ensuite comme journaliste, c'est aussi avec cette culture de la musique américaine. Ça oui, et je l'avais bien avant cela, parce que j'ai passé quelques années en Irlande, dans ma jeune adolescence, entre 12 et 15 ans, 16 ans. Et donc, moi, je découvrais avant les Français des Cliff Richard, des Lonnie Donegan et beaucoup d'autres, les Shadows, par exemple, Bobby V, les Searchers, tous les groupes d'anglais qui sont venus ensuite en France. Moi, je le découvrais avant tout le monde. Donc, lorsque je suis rentré à Paris, bien évidemment, j'avais cette culture. Et puis, cette culture, évidemment, a été après renforcée par mon passage aux États-Unis, où là, j'ai pu vivre ce que je disais toujours, je vais aux États-Unis pour voir le rock'n'roll de plus près. Voilà. Et oui, il y a quelqu'un que vous avez connu d'encore plus près, et on l'évoque à partir d'une autre date, le 15 mars 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Sam Bernet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sam Bernet. Nous évoquerons tout à l'heure son livre Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday à l'archipel. Une tournée dont Johnny ne voulait pas parler, mais que vous racontez avec beaucoup de précision et qui est étonnante. Et justement, Johnny, et c'est une date importante pour vous, c'est le 15 mars 1967. Je ne sais pas si vous en souvenez, Sam Bernet. C'est le jour de ses débuts à l'Olympia, avec en première partie et une chanteuse que vous connaissez bien et qu'il aimait beaucoup, Sylvie, et un duo au final. Je crois qu'il me rend fou ton amour. Je crois qu'il me rend fou ton amour. J'ai envie de le crier, oui. Sur mon amour pour toi. Voilà, c'est un premier duo de Johnny Sylvie qu'on a un peu oublié. Absolument. Et auquel vous avez assisté, Sam Bernet. Ouais, j'étais là, j'étais présent. Alors, cet Olympia, c'était Sylvie en première partie, et c'était Johnny et Sylvie à la fin. Absolument. Oui. Et donc, oui, c'était assez émouvant d'abord parce que on ne les avait jamais vus ensemble, chanter ensemble. Et on a eu la grande surprise à un moment donné de les voir tous les deux sur scène, d'interpréter la chanson qu'on vient d'entendre. Et c'était des retrouvailles après un moment difficile, symbolisé par une autre chanson. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et ça a été un moment tragique, parce qu'on on a vraiment cru que Johnny allait se suicider. Johnny a tenté effectivement de se suicider en rentrant de Londres, d'abord parce qu'il avait des soucis de couple avec Sylvie, qu'il était assommé par les impôts, il devait une fortune, je ne sais plus exactement combien de millions de francs de l'époque. Lui non plus d'ailleurs, ça et donc il avait une période, un creux dans sa carrière, donc les trois conjugués l'ont totalement assommé, et en rentrant de Londres, Tiki Olgado était son secrétaire à l'époque. Ils sont rentrés à l'appartement de Neuilly à l'époque, place Winston Churchill. On était quelques amis autour comme ça. On savait que Johnny rentrait, qu'il n'était pas très très bien. Et Johnny, a fait ses petites affaires, a posé sa valise et parti dans sa chambre. Personne ne s'est inquiété de rien. C'était normal. Mais en revanche, ce qui devenait anormal, c'est il s'absente assez longtemps. On ne le voit pas. Et Tiki dit, il est crevé, il est parti se reposer, mais il va voir quand même. Johnny n'est pas dans sa chambre, la porte de la salle de bain est fermée,
Et là, il ouvre la porte de la salle de bain et Johnny baigne dans son sang et il a essayé de se tailler les veines. Voilà. Et on l'a sauvé par miracle. Et à l'époque, d'ailleurs, on a parlé d'un coup publicitaire. Parce que naturellement, c'est toujours ça à quoi on pense. Bah, autour de Johnny, il y avait tellement de choses qui paraissaient un petit peu comme à chaque fois des coups publicitaires, que ce soit avec son couple, que ce soit dans sa carrière, pour un petit peu redonner un coup de talon au fond de la piscine pour remonter à la surface. Mais là, c'était vrai. Et alors, la chose un peu rocambolesque, c'est qu'il y avait toujours une meute de fans, dont Josette Sureau, dont on parlera probablement tout à l'heure, qui est devenue la secrétaire de son fan club. Il y avait une meute de fans et on était Gilles Paquet, à l'époque, qui s'occupait de la presse de Johnny Hallyday, ne savait pas du tout comment on aurait pu évacuer Johnny sans que ça fasse une émeute ou même que la presse s'en empare immédiatement. Et donc, ils l'ont mis sur une couverture jusque dans le parking du sous-sol de l'immeuble. Ils l'ont mis sur la banquette arrière et ils l'ont emmené à l'hôpital et que personne n'a rien vu. Et il a été sauvé. Alors, à cette époque-là, vous vous êtes rapproché de Johnny parce qu'il y a eu le Golf Drouot, mais vous êtes devenu animateur de radio et ça vous a permis de mieux connaître Johnny. Oui, beaucoup mieux. On s'est rapprochés. On s'est bien plu, dans le sens où on échangeait beaucoup de choses ensemble. Il était passionné des États-Unis, j'en revenais. Donc, on discutait. Bon, l'un et l'autre étions passionnés de musique et de rock'n'roll en particulier. Et donc, on s'est rapprochés, on s'est bien rapprochés. Et à cette Olympia 67, beaucoup plus tard, avec son nouveau tour de chant très américain, avec des adaptations américaines, avec des cuivres sur scène, il reprenait un petit peu des façons James Brown, Otis Redding, soul music. Et j'ai trouvé vraiment épatant ce spectacle, au point que j'en discutais avec lui un peu plus tard. Et il me dit, je vais partir en tournée si tu veux. Et c'est la première fois qu'il me proposait de partir en tournée, présenter le spectacle de la tournée 67. Donc je suis parti sur la route avec lui et surtout il me disait, moi je veux un truc, tu sais, à l'américaine, comme ils font là-bas, ils font siffler les gens, tapent les gens, jettent des chapeaux, des trucs, des machins, bon enfant bien évidemment, sans aucune agressivité. Puis il y a un présentateur sur scène qui les fait gueuler. Moi je veux que tu fasses ça. Et donc j'ai fait ça. Et il a adoré ça parce qu'il était en coulisses en train de me regarder faire mon numéro et je regardais voir si lui il était prêt à entrer en scène et de loin il me faisait continue. Il adorait ça. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, un peu plus tard, évidemment, il m'a demandé de le suivre pour le Johnny Circus. Voilà. Et à cette époque, il y avait une chanson dont le titre est devenu le symbole de votre présentation. Je suis né dans la ville où les murs sont toujours gris. Derrière un terrain vague où se trouvent les taudis. Dans un berceau de fer, je devais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne sais pas sourire. Alors, si je passe cette chanson, c'est que vous commenciez votre présentation par une formule digne de cette chanson. Oui, parce que avec Johnny, un jour, je rigolais, je disais, je monte sur scène et je vais dire, je m'appelle Sam Bernett, je suis né à Paris, vous me connaissez mieux, je suis le copain de Johnny. Et ben, c'est génial, tu gardes ça et tu entres sur scène et je l'ai présenté comme ça, et les gens applaudissaient et criaient et je me faisais immédiatement accepter par le public de Johnny, qui est pas toujours facile. Oui, parce que souvent, ils pouvaient jeter des tomates à des canettes, des tomates, mais on a évité tout ça, même dans les moments les plus dramatiques, il n'y a jamais eu d'agressivité. Oui, mais en même temps, une tournée avec Johnny, ça veut dire tous les soirs tenir un public, parce que Johnny était quelquefois en retard et c'était pas simple. Pas quelquefois, il était tout le temps en retard. Et c'était pas des retards de 30 minutes, mais c'était souvent ou 2 heures, ou 3 heures quand tout allait bien, et parfois une nuit entière quand les choses tournaient très mal. Et comment on fait dans ces cas-là quand on présente la soirée, Sam Bernett? On prend son courage à 2 mains, on suit les conseils de Jean Ponce, le manager de l'époque, qui te dit... Tu te démerdes, pardonnez-moi, mais tu te démerdes comme tu peux, tu te fous à poil, mais tu me tiens cette salle jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est ce que je faisais en transpirant, en perdant quelques kilos à chaque fois. Et j'avais une formule assez sympathique que j'avais testée et qui marchait bien. C'est que je faisais une espèce de karaoké géant dans la salle, entre les filles, les garçons, etc. Et là, les gens chantaient, je leur demandais de chanter des refrains de chansons de Johnny. Et puis ensuite, quand j'avais encore du temps à gagner sur l'arrivée de Johnny, je faisais vraiment un radio-crochet. Je faisais monter des fans de Johnny sur scène en leur offrant ensuite un t-shirt, une casquette, un souvenir de Johnny Hallyday.
Et je faisais surtout suprême honneur monter les choristes et l'orchestre de Johnny en disant aux petits jeunes qui allaient chanter, voyez, vous chantez avec l'orchestre de Johnny Hallyday. Et là, ils étaient quelques-uns à venir chanter, très très heureux, applaudis par le public évidemment. Et ça me faisait gagner encore 40 ou 45 minutes. Voilà, c'est vrai que tout était possible avec Johnny, même les farces les plus difficiles. Moi, je me souviens un jour, il avait plusieurs voitures et il prêtait sa voiture à un copain et il téléphone immédiatement au commissariat, c'est ça? Oui, il avait prêté sa Ferrari à Jean-Pierre Pierre Bloch, qui était son secrétaire à l'époque, et ils étaient, je crois, à Nîmes ou dans le sud de la France. Et Jean-Pierre Pierre Bloch rêvait de conduire cette Ferrari, et Johnny un jour lui dit, oh bah tiens, fais-toi plaisir, il lui lance les clés, et l'autre part vraiment heureux comme un enfant un soir de Noël, et Johnny se précipite à l'hôtel et appelle la gendarmerie en disant, on vient de me voler ma Ferrari. Voilà. Et ça, mais là, il a fait plein de coups comme ça. Hein. Mais d'ailleurs, on a oublié qu'un jour, il avait une Lamborghini, et en août 67, je sais pas si vous le savez, en tournée avec, elle est lancée à 200 à l'heure avec Jean-Marie Perrier, à Tarbes. Ils se retrouvent dans un arbre. Ouais. Et ils s'en sortent par miracle. Ils s'en sortent par miracle. Jean-Marie Perrier raconte très bien qu'il avait... Bon, lui est sorti de la voiture. Johnny aussi, d'ailleurs, ils sont sortis tous les deux intacts de cet accident qui aurait pu être terrible. Et Jean-Marie me dit, j'ai vu Johnny vivre sa mort. C'est-à-dire qu'il a titubé dans le fossé, il s'est roulé par terre au pied d'un arbre, et puis il ne bougeait plus. Il disait, je voyais James Dean quelque part, et c'était le rêve de Johnny, entre guillemets, évidemment, de mourir dans un accident d'automobile. C'est un véritable miracle qu'ils sont sortis. Mais il y a eu plein de miracles. Il y en a eu beaucoup, des miracles. Mais ça, il y avait un jour un fan qui le suivait. Il avait une Rolls blanche. Blanche, oui, Silver Shadow. Et comme le type le suivait, il dit qu'il va me suivre jusqu'au bout. Il a demandé à son chauffeur de jeter la Rolls sur un mur. Comme ça, le fan qui le suivait a jeté sa voiture sur le mur. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être. C'est ce qui se raconte. C'est peut-être une fable, mais il y en a tellement de choses qui se racontent sur Johnny Hallyday. Déjà, ce qui est vrai est assez fantastique à raconter. Alors, laissons de côté tout ce qui aurait pu être inventé. Il aimait faire courir des bruits. Ah bah énormément. Il lançait une phrase comme ça, et puis il attendait le retour. Et là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ni de chaînes en continu, de chaînes d'infos en continu. Mais ça allait très vite autour de Paris en disant Johnny a dit ça, ou Johnny va faire ça, ou Johnny... C'était extraordinaire. Il adorait ça. Il adorait ça. Même quand en tournée, il disait, demain, je pars... il te prenait à part, il disait, demain, j'ai loué un petit avion pour l'étape suivante, parce qu'il y a beaucoup de kilomètres à faire. Est-ce que tu viendrais avec moi? J'ai dit, avec plaisir, ça m'évitera effectivement de faire de la route. Et puis le lendemain, à l'aéroport ou à l'aérodrome local, on était une quarantaine de gens auxquels il avait dit la nuit ou le soir, ça te plairait de faire le trajet en avion. On était 40 et lui partait dans un autre petit avion seul avec sa secrétaire ou son manager. On était comme des ronds de flanc, obligés de reprendre la voiture et de faire là. Et ça le faisait marrer. Voilà. Il y a une autre soirée inoubliable, on va l'évoquer dans quelques instants, avec une autre date, le 16 juin 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Sam Bernet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sam Bernet, un livre de Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday à l'archipel, une tournée méconnue, et on comprendra pourquoi dans quelques instants. Et surtout, oui, une tournée méconnue, et un épisode, même les fans de toujours ne sont pas au courant. Ils savent plus ou moins Johnny Circus, ils en ont entendu parler, mais ils ne savent absolument pas l'histoire qu'a été ce Johnny Circus, effectivement cauchemardesque. On va en parler tout à l'heure. Là, on revient à une date importante. C'était le 16 juin 80. Vous n'avez pas oublié, bien sûr. Bien sûr que non. Le Martins, Bois de Boulogne, les 37 ans, je crois. 37 ans de Johnny. 37 ans de Johnny, où j'ai organisé une fête exceptionnelle. Dans les parcs, dans le jardin, à l'intérieur, il y a des invités nombreux et hyper connus. Catherine Deneuve, Gainsbourg, Depardieu, Annie Girardot, il était une fois, etc., etc., etc. Plus les musiciens prêts à faire un bœuf après. Mais il y a une petite anecdote qui a mis... pour une fois, j'ai scotché Johnny, là, vraiment pour de bon. Lorsque nous allions à Bruxelles... pour un spectacle, en sortant de la gare du Midi, Johnny disait je n'entre jamais dans Bruxelles sans m'arrêter à la baraque à frites qui est devant la gare du Midi. Et il s'achetait des frites avec des tas de mayonnaise, de sauce, etc. Et c'était un rituel. Donc on mangeait ce cornet de frites, on s'asseyait sur une espèce de banc, une caisse en bois, et on mangeait nos frites et nos mayonnaises. Et
pour son anniversaire, je suis allé à Bruxelles, je suis allé voir les propriétaires qui connaissaient évidemment Johnny comme si c'était un frère, puisqu'il parlait avec eux, il leur avait signé des tas, il leur amenait des disques, etc. Ils avaient été devenus vraiment très amis. Et je leur ai dit, on va faire une surprise à Johnny, vous allez venir à Paris, je fête son anniversaire. Dans la boîte de nuit, le Martins que je dirige, il y a un immense jardin, un grand parc. Vous allez devant l'entrée de la boîte, vous allez mettre votre caravane comme si de rien n'était et vendre vos frites, etc. Vous ne les vendrez pas, mais on fera semblant. Et donc Johnny arrive, très très content, et il pousse la porte. Et là, mais il est stupéfait, il est scotché sur place, et il me regarde, il me dit « Oh non, t'as pas fait ça !» Je dis « Bah oui, on va peut-être se faire un petit cornet de frites avec des mayonnaises. » Et la fête est partie à ce moment-là. Fête qui était au départ un dîner entre quelques copains, une soirée intime, et ça, comme d'habitude, Johnny a invité tout le monde. Bah oui, alors on avait fait une liste avec, à l'époque, c'était encore Gilles Paquet, c'était Marouani qui était devenu son manager. Et donc on avait fait une liste d'invités perso de Johnny, d'invités de ci, de ça, là. Et en définitive, on était 450 ou 500. Mais c'était bien, ça. Il y avait de l'espace, il faisait très beau, et j'avais fait une espèce il y avait des petits kiosques à nourriture partout. Il y avait les plus grands, tous les fromages de France, toutes les charcuteries de France. Il y avait cette superbe caravane de frites qui arrivait de Bruxelles. C'était une très très belle fête. Oui, oui. Très et belle tout était prévu puisque le nombre de bouteilles de champagne prévues au départ a été tout de suite multiplié par 4. Oui, on a vidé la cave ce soir-là. Mais avec Johnny, c'était un peu normal. Et le gâteau d'anniversaire, pour la première fois, Sam Bernès, c'était pas une guitare. Ben non, parce que là, je savais qu'il en pouvait plus des anniversaires à guitare. Alors, j'avais demandé au chef pâtissier du Pavillon Royal, d'où dépendait le Martins, d'avoir un peu d'idées, de créativité, d'originalité. Il nous a fait un superbe gâteau sur lequel il n'y avait pas de guitare. Voilà. Et en même temps, ça s'est terminé par un petit déjeuner avec croissant et Bloody Mary. Oui, j'avais prévu que après, puisque la fête, j'étais sûr que la fête continuerait jusqu'au petit matin. On était au mois de juin. Les jours se levaient très tôt, etc. J'avais dit au cuisinier, au chef, vous vous reposerez à un moment donné, vous vous échangerez vos positions pour que j'ai une brigade en pleine forme vers 4, 5, 6, 7 heures du matin. Et là, vous enverrez le café, le thé, les chocolats chauds, les viennoiseries et évidemment, pour tous ceux qui auraient besoin d'un petit remontant, des Bloody Mary. On peut plus imaginer ce genre de fête aujourd'hui, Sam Bernès. Oui et non, mais d'une autre façon. Je pense qu'elle ne se passerait pas de la même façon. Je vais vous dire une chose très très simple et vraiment crue parce que j'ai vécu moi cette période charnière. Aujourd'hui, il y aurait beaucoup de drogue. Oui. Qu'il n'y en avait pas à l'époque. J'ai pas vu que ce soit Gainsbourg a bu beaucoup, Johnny a bu beaucoup, Depardieu a bu beaucoup, Catherine Deneuve a bu beaucoup. Personne n'a pris une ligne de coke, personne n'a fumé un pétard. Donc aujourd'hui, je pense que ça ne pourrait pas se passer de la même façon. Et bien sûr, ça s'est terminé par un concert improvisé de Johnny. Absolument. Et à l'époque, l'une de ses chansons qu'il avait repris au Pavillon de Paris, c'était celle-ci. Oui, je lui dirai que c'est pas la première fois et que t'es toujours revenu dans mes bras, oui. Je ne te donne pour me revenir, rien que le jour. Alors cette chanson, moi je me souviens très bien, il y avait les 45 tours des années 60, il avait enregistré rien que 8 jours dans une collection de 45 tours, et il l'a repris pour ce pavillon de Paris. Ouais, absolument. Et ça, Johnny sur scène improvisant au petit matin, la soir, c'est... Formidable. C'était formidable, tout le monde, c'était à nouveau, on se serait cru au Palais des Sports, avec tous les VIP et les dames, les belles en talons hauts, etc., en train de danser, de lever les bras et d'entourer Johnny, et ça s'est évidemment terminé par un Happy Birthday multi, avec l'orchestre de Johnny Hallyday derrière. C'était génial. Hein. Il n'hésitait pas à chanter dans ces cas-là. Il n'a jamais, mais partout nous sommes allés. Moi j'ai voyagé avec Johnny aux États-Unis, quand on entrait dans un endroit où il y avait un groupe, alors que Johnny était absolument pas connu dans la région. Il y avait un groupe, il se débrouillait toujours à un moment donné pour aller parler à un gars du groupe, un guitariste, un bassiste, un batteur, ou au gars à la console de son, et il lui disait, quand vous aurez un moment, moi je ferais bien un petit bof, et les gens qui ne le connaissaient pas, mais qui voyaient ce grand gaillard très américain, hein, physiquement, disaient, on a un ami dans la salle qui aimerait passer un moment avec nous, chanter 2 ou 3 chansons, et Johnny chantait du rock en anglais devant les gens époustouflés, et personne ne le connaissait.
C'est ça qui est extraordinaire. Alors, le Martins que vous dirigez à l'époque, Sam Bernett est devenu son quartier général. D'ailleurs, vous avez eu le privilège de voir Nathalie Baye un peu avant tout le monde. Oui, absolument. On l'appelait 369. C'était le nom de code de Nathalie Baye, donc Ouais. 369. Ouais. Et Johnny m'avait demandé de répéter son spectacle du Palais des Sports, le fameux Mad Max spectacle, dans une grande salle que j'avais au premier étage du Martins. Donc il était là tous les jours, plusieurs heures par jour, même souvent pour dîner, pour déjeuner, même il se reposait. Et arrivait le plus discrètement possible une actrice de cinéma que nous reconnaissions tous évidemment, sans savoir qu'il y avait liaison sous roche. On l'a découvert très vite. Et donc Johnny nous avait dit, écoutez, soyez gentils, pas de presse, pas de photos, on n'en parle à personne. Et donc entre nous, avec Alan, avec les musiciens, on parlait de 369. Voilà, moi j'étais un peu au courant aussi, mais je ne disais rien. Il faut pas trahir ce genre de secret, c'est inconvenant. Et je n'imaginais pas qu'un jour Johnny vivrait à la campagne, au milieu des champs, avec Nathalie Baye. Et même dans la Creuse. Oui, à mettre des cornichons en bocaux. Oui, c'était inconcevable. Oui, c'était inconcevable et c'est un peu Monique Lemarcy qui était à l'époque la directrice de la programmation de RTL, qui a une maison en Creuse et qui avait dit à Johnny, mais tu verras, ça te reposera et puis je suis pas loin de votre maison, on pourra se voir, tu verras, tu passeras de bons moments. Mais les bons moments ont été très courts. Johnny s'est très très vite ennuyé à force d'aller dans la campagne, cueillir du pissenlit et le soir venu mettre des cornichons dans un bocal. Et donc il a décidé que ça serait bien peut-être de pas aller si souvent en Creuse. Mais il est quand même resté avec Nathalie Baye quelques années de plus, puisqu'ils ont eu la petite magnifique Laura quelques temps plus tard. Voilà, mais il avait un truc, il allait chez le boucher, soi-disant chercher de la viande, Oui. et en fait, dans l'arrière-boutique, le boucher lui servait quelques boissons chaudes. Il buvait l'apéritif, c'est normal à la campagne. Une espèce de convivialité de village qui permet quand même quelques fantaisies avec les commerçants locaux. Voilà, ça prenait du temps. Alors, il se trouve que le Martins, c'est une de vos discothèques, mais ce qu'on a un peu oublié, Sam Bernett, c'est qu'en dehors de faire de la radio, vous êtes devenu animateur de plusieurs discothèques, à commencer par le Rock'n'Roll Circus, qui est un lieu mythique, et que vous avez créé grâce à Paul Passini, qui était à l'époque le maître des discothèques. Oui, avant le Rock'n'Roll Circus, alors là, on n'a pas beaucoup de temps pour étaler tout cela dans le détail, mais avant le Rock'n'Roll Circus, il y avait une petite boîte qui s'appelait la Tour de Nesle, qu'on avait confiée au président Roscoe, parce que à l'époque, il avait une notoriété qui permettait d'attirer du monde, etc. Mais Roscoe est reparti très vite de France pour Londres, et avant de partir, il m'a donné, entre guillemets, les clés de cette boîte en disant, écoute, moi je m'en occupais beaucoup de cette boîte, puis Roscoe n'y connaissait rien, en plus c'est un garçon comme vous, Jacques, qui travaillait énormément, et lui, il était hors de question qu'il se couche à 3 ou 4 heures du matin, il se levait souvent à 5 heures, 6 heures, il préparait ses émissions, alors il me disait, écoute, tu t'en occupes, je ferai un tour, je ferai des bises, et je partirai très vite, ce qui fait que je me suis occupé de cette boîte, qui a très vite marché, c'est-à-dire que vraiment tout Paris a commencé à se déplacer. J'y ai d'ailleurs produit le premier concert à Paris de Joe Cocker, et à un moment donné, Paul Passini, qui avait entendu dire qu'il y avait une boîte qui fonctionnait pas mal, est venu un jour et m'a dit, c'est beaucoup trop petit pour toi, moi j'ai beaucoup mieux pour toi, viens, demain je te donne rendez-vous. Il avait un endroit où il était en train de préparer l'Alcazar de Paris, rue Mazarine, et il avait un sous-sol extraordinaire. Et il m'a dit, voilà, si tu veux, c'est à toi, tu prends, je te donne les clés, tu en fais ce que tu veux. Et donc, très rapidement, avec mon équipe, on a fait un grand coup de propre dans cette cave, qui était une ancienne imprimerie d'ailleurs, avec des voûtes extraordinaires, séculaires, extraordinaires. Et donc, on a fait un coup de propre, et j'ai annoncé un soir à la Tour de Nesle, on traverse la rue, et je vous propose maintenant d'aller inaugurer le Rock'n'Roll Circus. On n'imagine pas ce qu'est la vie d'un patron de discothèque, parce qu'on pense que c'est servir à boire, voir des copains, etc. Non, c'est un travail énorme de préparation, Sam Bernett. C'est un travail énorme faut faire attention à tout, à la clientèle, à qui est là, qui ne devrait pas être là. Il faut se protéger, entre guillemets, de la police, mais aussi de mauvais garçons et pourquoi pas de la mafia. Il faut surveiller, il faut tout surveiller, et il faut faire en sorte. Et j'ai eu un très beau compliment hier soir. C'était, si je puis me permettre de le raconter, à l'anniversaire des 50 ans de Nocturne de Georges Lang sur RTL. Et quelqu'un est venu me voir en disant, écoute, pour moi, les boîtes que tu as tenues, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on pousse, quelle qu'elle soit, un Bus Palladium, Martins, Rock'n'Roll Circus,
on poussait la porte et on se sentait chez nous. Et c'était absolument ce que je voulais, que les gens se sentent chez eux, qu'ils ne soient pas ennuyés, alors que les vedettes, etc., mais aussi la clientèle, les femmes, les hommes, que tout le monde puisse passer un moment extraordinaire, ce qui m'a attiré énormément de clientèle, même de l'étranger. J'ai des Américains, les Beach Boys, par exemple, passaient à l'Olympia, et en coulisses, disaient à la représentante ou au représentant de la maison de disques, on a entendu parler d'un club, on veut absolument y aller, et ils débarquaient, et ils jouaient pour nous faire plaisir, ils faisaient un bœuf. On a eu les Pink Floyd, on a eu Eric Clapton, on a eu les Beach Boys, des gens, Errol Garner, qui ont fait des bœufs au Rock'n'Roll Circus. C'était extraordinaire. Voilà. Ce qui était beaucoup moins extraordinaire, et vous le racontez dans le livre, c'est cette tournée qu'on va évoquer à travers une autre date, le 1er juin 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Sam Bernet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sam Bernet, donc 1er juin 2023, sortie de ce livre Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday à l'Archipel. Alors c'est une tournée de 1973, de 72, que Johnny n'évoquait jamais et que vous avez raconté parce que vous l'avez vécu, Sam Bernet, et que vous estimez important de la raconter. Je l'ai vécu de l'intérieur, du fait que Johnny m'avait demandé de le suivre pour être son monsieur loyal, donc je présentais le spectacle tous les soirs. Et puis, je l'ai suivi et je suis un témoin non seulement légitime mais privilégié puisque je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai vu tout ce qui s'est passé aussi bien sur scène qu'en coulisses et qu'à l'extérieur. Et c'est vrai que ça a été une tournée de cauchemar puisqu'il y a une suite d'événements dramatiques qui ont fait qu'à chaque fois qu'on pensait peut-être être tranquille au moins 24 heures, il se passait quelque chose une tragédie, un drame, une épreuve à subir qui nous tombait sur la tête. Alors, il se trouve qu'au départ, Johnny ne voulait jamais en parler et que vous estimez que c'est important pour les fans et pour l'histoire de raconter cette tournée, Sam Bernet. Oui, alors, il ne voulait jamais en parler, sauf que à la lecture du livre, vous verrez que j'ai une interview de Sébastien Farran, qui a été son dernier manager, et qui me disait dans les dernières années, en préparation de spectacle, Johnny revenait souvent sur le Johnny Circus dans l'esprit qu'il voulait de l'époque, cette espèce d'esprit de communauté des années 70. On était en pleine période hippie, où tout le monde vivait en communauté. Johnny avait été très influencé par Joe Cocker, Mad Men and Englishmen, par le Continental Circus, qui était un cirque ambulant américain qui avait emmené énormément de vedettes sur la route. Il voulait faire la même chose. Il disait, moi, ce que je veux, dans le film de Joe Cocker, je vois, il y a une choriste sur scène, elle donne le sein à son fils, c'est la communauté, tout le monde prépare la cuisine en coulisses. Je veux ça exactement. Donc, au départ, c'était formidable, c'était généreux de sa part, et il voulait qu'on parte tous en communauté. Alors, au départ, il a l'idée d'un chapiteau, d'un cirque. Il va voir les Bouglione, qui lui prêtent un chapiteau. Il lui prête pas, il lui loue. Il lui loue. Enfin, ils vont jamais être payés. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, il crée un village circus autour, ce qui est une folie. C'est une folie totale pour deux raisons. La première, c'est que, et ça va expliquer beaucoup de choses, c'est qu'on n'a pas dit... Alors, pour la première fois de sa vie, Johnny était coproducteur de son spectacle avec Jean Ponce, qui était le producteur. Et on ne leur a pas dit, quand ils ont loué ce chapiteau, qu'une caravane d'un cirque avec 70 véhicules, 150 ou 200 personnes ne peut se déplacer que de 60 km, 70 maximum entre deux étapes. Pour être ouvert le soir, pour démonter la veille, remonter et prêt pour le soir. Sauf que là, Johnny avait demandé à ce que le village du circus, qui était autour du chapiteau, soit ouvert à midi. Donc c'était impossible. Alors pour la deuxième raison, c'est que le fait que nous allions jamais plus loin que 70 km, lorsqu'un soir on était à Compiègne, le lendemain, à Saint-Dizier, il n'y avait personne. Parce que la veille, tout le monde, toute la région s'était déplacée pour voir Johnny Hallyday. Et le lendemain, il y avait 4 pèlerins ou des fans qui suivaient la tournée. Et Jean Ponce, le manager, était obligé à l'entracte de faire entrer les gens gratuitement pour au moins qu'il y ait des gens devant la scène pour que Johnny ne chante pas devant personne. Mais c'est fou qu'on ne lui ait pas dit ça. On lui a pas dit, non. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Et moi, j'ai interviewé, j'ai aussi un chapitre dans le livre avec Sampion Bouglione, qui est le petit-fils de Joseph Bouglione, qui avait donc loué ce chapiteau. Et il me dit c'était une folie totale de prendre la route avec ce que voulait Johnny Hallyday, alors que même aujourd'hui,
avec des moyens modernes, des camions modernes. On a maintenant des tracteurs pour soulever les trucs, etc. À l'époque, c'était tout à la main. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas faire plus de 80 km, même avec des moyens modernes. Imaginez-vous, en 1972, qui était totalement irréfléchi de prendre la route. Et Johnny, ensuite, a dit, si j'avais su ça, j'aurais chanté tous les 3 ou 4 jours, mais pas tous les soirs. Exactement. Alors, il se trouve aussi qu'il avait décidé de faire des caravanes pour dormir. Oui. Et ça durait une fois. Oui, ça a dû. Alors il y avait tout était évidemment. Il voulait vivre en communauté. Alors on avait une espèce de roulotte restaurant d'un ingénieur son lumière qui s'appelait Jacques Chérix, qui était très bon cuisinier, qui avait transformé un bus anglais en restaurant et une grande terrasse devant avec une petite roulotte où on pouvait déjeuner, dîner, boire des verres. C'était ouvert toute la journée. Et puis des caravanes pour des caravanes très rustiques, hein, pas de toilettes, des couchettes gigognes, etc. Et les musiciens avaient dit il n'est pas hors de question qu'on dorme dans des taudis pareils. Donc tout le monde se retrouvait à l'hôtel. Et en plus, le premier soir où Johnny a dormi dans cette caravane, il y avait les fans au réveil devant la porte. Il était ravi d'avoir. Alors lui, il avait une caravane somptueuse, en revanche, une caravane américaine extraordinaire avec la télévision, l'air conditionné, un sofa, une chambre à coucher, une salle de bain. Lui, il était dans un confort exceptionnel, donc il était ravi. Le premier soir, il sort de scène, il se douche, il reçoit ses amis, il boit des coupes de champagne, on sort, on rentre, on entre à 3h du matin, il dit good night, bonsoir et bonne nuit. Et le lendemain, on apprend qu'il a ouvert la porte de sa caravane en slip ou en peignoir, et il y avait 150 fans, Johnny, qui le prenaient en photo. Heureusement, il n'y avait pas de selfie à l'époque, mais on prenait en photo. Donc il a dit, allez, à l'hôtel, pour moi, je rejoins les musiciens à l'hôtel. Et en première partie, il y avait un groupe qui est devenu célèbre grâce à cette chanson. Dans les cheveux. Ange, le groupe Ange, ces gens-là. De Belfort. Voilà. Et qui était un groupe de rock progressif. Ouais. Au départ, c'est Martin Sicus qui devait venir, et puis la maison de disques a pensé à Ange, qui était très connu à l'époque. Oui, et qui avaient été, eux, également découverts au Golf Drouot. Et qui avaient donc produit leur premier album. Ils prenaient la route avec leur premier album, donc c'était un tour de promo pour eux. Et il y a une interview de leur leader dans le livre où il dit, ce qui m'épatait, c'est que nous, on faisait une espèce de King Crimson, Pink Floyd très planant, et dans la salle, personne bougeait. C'est-à-dire qu'on pensait que on entendrait les Johnny, pas du tout. Les gens écoutaient, et ils ont fait de très belles performances et une très belle tournée avec Johnny, d'ailleurs, qu'ils ont beaucoup remercié d'avoir eu la gentillesse de les prendre en première partie. Alors, les débuts sont difficiles. Alors, je crois que le premier soir, la Rolls s'embourbe, et le deuxième soir à Compiègne, il vient pas parce qu'il veut voir le match Bonson. Oui, alors là, il faut entrer dans les choses vraiment dramatiques pour comprendre pourquoi c'était un cauchemar. Effectivement, le premier soir, il est tombé des pluies diluviennes sur Chantilly. Nous sommes sur la pelouse derrière le château de Chantilly. La pelouse, c'est un bourbier. On était obligé de mettre des planches pour que les femmes, c'est d'une première, donc il y a des gens habillés, les femmes pas en robe du soir, mais bien habillées, qui glissent, qui tombent dans la boue. Il y a une panne d'électricité générale, on tombe dans une nuit noire totale, et il y a une bagarre avec des Hells Angels et le service de sécurité, et Johnny appelle en disant je peux pas venir pour l'instant, ma Rolls s'est embourbée à 2 km d'ici dans un chemin creux. Donc ça, c'est un. Deuxième, on doit être à Compiègne, mais il veut aller voir le match de Boutier-Monzon, donc il annule de lui-même, donc c'est encore un manque à gagner. Mais en revanche, là où vous auriez dû aller à Saint-Dizier, 3 jours plus tard, il y a une catastrophe ferroviaire épouvantable sur le tunnel de Vierzy, où le 2 Micheline s'entrechoquent. Il y a 83 morts, le tunnel s'effondre, et le préfet de la région décrète un deuil départemental. Donc pas de spectacle, pas de cinéma, pas de Johnny Hallyday. Donc là encore, c'est une catastrophe. Et il va avoir une suite de catastrophes comme ça jusqu'au dernier jour. Et puis il y a quelqu'un qui entre dans la danse, et c'est pas pour son bien. Apprendre à vivre ensemble, Johnny Hallyday et Nanette Workman, qui a été, ça a été un drame, Nanette Workman. Ça a été, oui, une rencontre entre
entre deux monstres, entre deux fous, une tigresse belle comme le jour, typiquement américaine, cheveux blondes avec toutes les colifichets de l'époque, des robes indiennes, des foulards en soie qui flottaient comme ça. Elle était une grande beauté. Et Johnny disait de Nanette, moi, quand je l'ai rencontrée, je l'ai eu le coup de foudre parce que c'est un mélange d'Edith Piaf et de Tina Turner. Elle chante merveilleusement bien et elle comprend parfaitement toute la musique que j'aime, si je puis dire. Et donc, ils se mettent en couple. Et là, elle est quelqu'un qui se défonce toute la journée. Johnny raconte que les petits déjeuners, ils le font à la cocaïne quand même. Ils se réveillent à 3-4 heures de l'après-midi et ils sont à la cocaïne. Et ils vont continuer à la cocaïne, plus de l'alcool pour Johnny, ce qui fait que des fois, il est à 20 heures, à 2 heures d'avant son entrée sur scène, il est affalé sur la moquette de sa chambre d'hôtel, effondré, complètement drogué, alcoolisé, alors qu'il chante 2 heures plus tard. Et il chantera 2 heures plus tard. Voilà, et il y a pire encore, c'est un jour où il est parti, sans vous dire, pour Lyon, pour prendre un avion et pour aller en Angleterre. Ça a été un cauchemar. Alors là, c'était encore. Alors, il était, comme on le disait tout à l'heure, il était souvent en retard, même beaucoup, très en retard. Mais là, il a été en retard beaucoup, puisque à 20h, on avait l'habitude qu'il n'arrivait pas au chapiteau à 20h, mais on commence à se dire, tiens, Johnny va peut-être pas tarder, puis il n'arrive pas, et puis on appelle l'hôtel, et le concierge de l'hôtel nous dit, monsieur Hallyday, oui, il a demandé un taxi pour 20h. Mais est-ce que vous savez, il vous a dit où il allait? Ah non, le taxi est arrivé, il est monté dans le taxi, il est parti. Et nous, il est quand même 22h30 à ce moment-là, et on ne sait pas où est Johnny, il n'est pas là. Donc on fait le tour des hôpitaux, des commissariats de police et on appelle la gendarmerie. Voir sur les routes s'il n'y a pas eu un accident ou quelque chose. Et les gendarmes disent, on va faire des recherches. Et puis un peu plus tard, mais il est déjà pratiquement 11h, minuit ou moins le quart. Et la gendarmerie nous dit, nos collègues de Lyon, de l'aéroport de Lyon, nous ont téléphoné. Johnny est en train de louer un avion-taxi. Et on lui dit, mais pour aller où? Pourquoi faire? Il dit, ça, on ne le sait pas. Et le manager, donc Jean Ponce, prend le téléphone aux gendarmes et leur dit, vous le bloquez. Vous dites aux gendarmes de lui prendre son passeport et de le mettre sur une chaise. J'envoie quelqu'un le chercher. Et c'est Sacha Roule à moto avec une Kawasaki 900 qui part, il y a 170 km entre Lyon et Grenoble, qui part, font la caisse, chercher Johnny. Johnny est là à l'attendre, alors il a compris évidemment il avait un spectacle à faire quand même. Et parce que quand on a dit aux gendarmes, attendez, il faut le garder, il chante ce soir à Grenoble, les gendarmes disent pardon. Et donc, Sacha le ramène, et là, moi, je suis sur scène depuis 4 heures quand même, en train de calmer la foule qui gueule Johnny, Johnny, Johnny. À chaque fois, je dis, il ne vous entend pas, il faut crier encore plus fort, il ne vous entend pas, il est là, mais il va venir s'il veut, etc. Et la moto arrive, donc je sors de scène, parce que Ponce me fait signe, il est là, il est là. Et là, je suis entre la scène, les coulisses et la caravane de Johnny, la moto au milieu. Johnny, mais sort de sa moto, mais vraiment comme un chevalier devant sa princesse, sans un mot pour personne. Il ouvre sa caravane, il disparaît derrière la porte de sa caravane. Tout le monde attend, fébrile. Je remonte sur scène pour dire il est là, il va venir, etc. Et là, Johnny, je ressors de scène, prêt à l'annoncer. Est-ce qu'il est prêt? Et il ouvre sa porte. Et là, il est magnifique, il est beau. Il a son costume que vous verrez sur la pochette de mon livre. Un costume indien en daim jaune et rouge, splendide. Maquillé, coiffé, et me regarde dans les yeux. Et le plus tranquillement du monde, comme Baptiste, il me fait « Bah alors Sam, on y va ?» Voilà. Eh bien, on y va. Et il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées jusqu'à un arrêt prématuré. Je crois qu'elle s'est arrêtée 15 jours plus tôt que prévu. Oui, et puis je vous dis, une suite de catastrophes et de tragédies, puisqu'à la fin de la tournée, il y a un des membres de la bande bouglione des monteurs du circus qui se coupe un bras à la machette lors d'un méchoui, quand même. Voilà. Et cette tournée a ruiné Johnny. Vous le racontez dans ce livre. Ruiné sa santé et financièrement. Il a été interdit bancaire pendant 3 ans. Il n'a pas pu remonter sur scène avant 4 ans. Et son banquier magnanime lui donnait 500 francs à l'époque par jour, en liquide, pour qu'il puisse vivre, entre guillemets. Tout ça est raconté dans ce Johnny Circus, un livre étonnant aux éditions de l'Archipel. Merci Sam Bernett de l'avoir écrit. Parce que... Merci à vous Jacques, toujours un plaisir d'être avec vous. Et réciproquement, et puis continuons comme ça, ne changeons rien. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.